et qu'on rencontre en pratique de médecine générale, en pédiatrie, et puis surtout aussi au niveau des UDS, donc les unités d'hygiène scolaire. Et on va parler essentiellement de l'enfant. Alors, je vais commencer par une petite problématique. Pourquoi le strabisme pour conjonctivite? Le strabisme, ça va être essentiellement pour le pronostic visuel. Donc, il y a ce risque d'amblyopie qu'on retrouve et ça va devenir une urgence thérapeutique pour les enfants. On parle de tout petit. La vision se construit au fur et à mesure de l'âge. Et donc, les petits enfants, on a besoin qu'ils aient une vision rapidement efficace. Ce strabisme aussi, on va le voir tout à l'heure, il peut cacher des pathologies qui peuvent être plus graves, surtout le rétinoblastome. Et je sais que Dr Gougam, ça lui tient à cœur énormément. Et on en a parlé la dernière fois, c'est un problème de santé publique et c'est une pathologie qui est grave. Les conjonctivites, on est sur quelque chose de plus bénin. Le problème, ça va être les traitements entrepris, le caractère chronique et certaines complications. Heureusement, les complications ne sont pas aussi fréquentes que par rapport au strabisme, mais ça reste quand même quelque chose qui peut embêter le médecin et qui peut surtout embêter les parents. Ça va être surtout dans ce sens. Alors moi, ce que je vous propose, vous allez voir, ça va être des cas cliniques pratiques. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat. Je les suis avec Dr Gouga, mais je peux vous répondre au fur et à mesure. Alors, on va commencer. Alors, dites-moi, j'ai Oui, changé de plaque, c'est bismillah. bon? Ça passe? Ça passe. Pour le Très bien. moment, ça Alors voilà. passe. Donc, pourquoi parler des conjonctivites? Eh ben, parce que c'est un symptôme qui est très fréquent, c'est une maladie qui est très fréquente. Beaucoup de tableaux. On parle d'une population jeune, ce sont les enfants. On a énormément de formes particulières. On va essayer d'en voir quelques-unes. C'est une maladie qui peut être chronique, donc il peut y avoir un retentissement sur la scolarité de l'enfant, ses rapports avec les autres. Il peut être empêché de faire du sport. Il peut avoir un retentissement sur son développement staturopondéral à cause des traitements qu'il prend. Et il y a aussi ce phénomène d'automédication. Il existe sur le marché des médicaments qui sont très puissants. Et donc, du coup, là, ces médicaments, ils peuvent avoir essentiellement des corticoïdes, un retentissement sur le poids, la taille ou la survenue de certaines complications. Alors, voilà. Les traitements peuvent être astreignants et donc on a certaines complications. Qu'est-ce qu'un syndrome conjonctival? Alors là, ce que vous voyez sur la plaque, c'est ce qui est commun à toutes les conjonctivites, quelle que soit l'étiologie. Conjonctivite allergique, conjonctivite infectieuse, les formes particulières, le syndrome sec, on va avoir à peu près les mêmes symptômes. Premier symptôme, c'est la rougeur, c'est un truc qui est classique. Normalement, la conjonctive, elle est rose et dans le cas de conjonctivite, elle va être bien rouge, injectée de sang. Donc, voilà, c'est ce que vous voyez ici. Le larmoiement, c'est un symptôme qui est banal. C'est un enfant qui va avoir toujours des larmes. En dehors c'est pas un chagrin, hein. Là, c'est la maman, elle va vous dire, يخرج لبرا, il a les yeux qui larmoient. Il regarde l'écran, il a les yeux qui larmoient. Il fait un peu ses devoirs et il a les yeux qui larmoient. Le prurite, c'est un signe très important à rechercher. Le chémosis, qui est l'œdème de la conjonctive, peut avoir un œdème au niveau des paupières. Et puis, on peut avoir des sécrétions. Alors, les sécrétions, c'est important de les regarder. Vous pouvez avoir des sécrétions qui sont purulentes, vous pouvez avoir des sécrétions qui sont filantes, des sécrétions mousseuses, pardon. Et donc, en fonction du type de sécrétion, on va être orienté vers une pathologie. Cas clinique numéro un. Alors, nous avons un enfant de 7 ans qui est ramené par sa maman en consultation pour une rougeur avec un larmoiement qui sont apparus depuis 48 heures après une randonnée en forêt. Réflexe, la maman a lavé les yeux, pardon, hein, avec du sérum physiologique, mais quand elle a vu que les symptômes persistaient, elle a préféré consulter. Voilà l'aspect de l'enfant. Alors, quand vous recevez un enfant pareil, vous avez le diagnostic déjà à l'inspection. Vous regardez l'enfant et vous pouvez déjà savoir à peu près à quelle pathologie vous vous attendez. Tu as déjà Donc, une réponse au voilà, on a chat. déjà à peu près une réponse. Donc, on regarde ici. On a des petites Tu- sécrétions, mais qui sont claires. On a un œdème des paupières des deux côtés. On a un œdème de la conjonctive des deux côtés et une rougeur qui est plus marquée à l'œil droit, mais les deux yeux sont rouges. Et si vous regardez, on a un aspect brillant. C'est comme si les yeux yuburgu. Donc, du coup, c'est un larmoiement permanent. On a un petit film lacrymal au-dessus des yeux. Et donc là, on va se poser la question, on va se dire,
qu'est-ce qu'il faut rechercher avec la maman? Quelles sont les questions qu'on peut lui poser? Les questions, on a déjà une partie dans l'introduction, et on va rechercher certaines choses à l'interrogatoire. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va poser la question, est-ce qu'il n'a pas eu un traumatisme? C'est un enfant qui était en randonnée, c'est Basnine. Donc l'enfant, il va s'amuser à toucher à tout, il va sauter, il va courir, il est peut-être tombé, il a eu peut-être, il a reçu quelque chose dans l'œil, il a peut-être pas fait attention, il a levé la tête brutalement, il a reçu une petite branche dans l'œil. Donc, Redou, c'est les questions qu'on va poser à la maman et qui vont normalement nous orienter vers quelque chose. Donc, on va rechercher un traumatisme. Toujours, 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 pensez au traumatisme quand vous regardez un enfant qui vient, quel que soit le symptôme. Deuxième, est-ce qu'il a manipulé avec ses mains de la terre? Est-ce qu'il a essayé de cueillir un champignon? De prendre, par exemple, des plantes. Là, vous avez, en général, les enfants, ils n'ont pas la tendance à se laver les mains. Donc, on va se mettre en tête qu'il a peut-être touché quelque chose et qu'il a transféré ce qu'il a touché avec ses mains dans ses yeux. Ensuite, vous allez rechercher cette notion de prurine. Est-ce que cet enfant se frotte les yeux depuis 48 heures? Quel est le premier geste à faire? Réflexe que vous devez avoir systématiquement. Vous recevez un enfant ou là même un adulte qui vient avec un œil rouge et que vous n'avez pas encore de détails sur ce qu'il a, il y a un geste systématique à faire qui est très simple et qu'on peut faire n'importe où, quel que soit l'endroit où on est et qui ne nécessite pas d'être spécialement ophtalmo ou quelque chose comme ça. Alors, à votre avis, quel serait ce geste qu'on pourrait faire? Alors là, déjà, on a une petite réponse qui est très bien. On a cherché un corps étranger. Voilà, relever la paupière. Excellent. Et c'est ce geste-là qu'on va rechercher. C'est ce qu'on appelle l'éversion de la paupière. C'est-à-dire que vous allez vers les cils de la paupière et vous retournez la paupière. Alors normalement, on jouait à retourner les paupières quand on était petit pour se faire peur en classe. Donc c'est un geste qu'on doit continuer à utiliser à l'âge adulte et c'est très important parce que comme vous êtes en train de répondre, c'est un enfant qui était en randonnée. Peut-être qu'il a reçu quelque chose dans l'œil, il n'a pas fait attention et cette petite poussière, elle est restée incrustée sous la paupière. Vous relevez la paupière comme ça, vous faites ce qu'on appelle éversion de la paupière et automatiquement, vous allez pouvoir inspecter votre paupière et donc rechercher un corps étranger qui serait resté collé sous la paupière, mais regardez aussi votre conjonctive. Vous venez, vous mettez votre torche, la torche du téléphone suffit largement, et vous allez inspecter votre conjonctive. Est-ce qu'il y a des petits points jaunes qui correspondent aux follicules ou bien il y aurait des points roses brillants qui correspondent aux papilles. Si vous regardez cette photo, vous allez voir qu'il y a deux couleurs. Une couleur plus foncée en haut et une couleur un peu plus claire en bas. Là où c'est foncé, surtout vers le nez, c'est les papilles parce que ce sont un amas de cellules inflammatoires. Et donc là, tout ce qui est rose bien foncé, c'est ce qu'on appelle les papilles. Donc, on a fait les versions des paupières. Donc, chez cet enfant-là, il n'y a pas de corps étranger. Il n'y a rien en faveur d'un traumatisme. On va continuer. Il n'y a pas de follicules. Les follicules orientent vers une infection. Les papilles orientent plutôt vers une allergie ou là, une atteinte virale. Je continue et je vais inspecter le visage. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ben, vous allez voir son visage dans la globalité. C'est un enfant qui a fait une randonnée. Peut-être qu'il s'est ulcéré avec une branche d'arbre. Il a été mordu, il a été piqué par un insecte. Donc, je vais le rechercher des vésicules, des ulcérations, un eczéma. Et tout à l'heure, sur la photo, on avait vu les sécrétions. Donc, on retient sécrétions infectieuses, elles sont purulentes. Les sécrétions en faveur de l'allergie, elles sont claires. Alors, on continue, toujours avec le même enfant. Il se plaint d'un prurit très intense. Donc, là, on a posé les questions à la maman, elle est en train de répondre. Il a un prurit très intense, des sécrétions claires le matin, au coin de l'œil, qui sont présentes donc le matin et en fin de journée. Donc là, je vais vous dire une question. Est-ce que c'est important de savoir que les sécrétions, elles sont présentes le matin et en fin de journée et pas toute la journée? Qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Oui, parce que
si vous avez des sécrétions qui réapparaissent à chaque fois que vous les essuyez, quelle serait la différence avec des sécrétions que vous retrouvez juste le matin, c'est tout. Après, pendant toute la journée, l'enfant, il est tranquille. Et quand arrive la fin de journée, par exemple après l'école, les cours, le téléphone, il joue un peu avec le téléphone, les sécrétions, elles réapparaissent. Alors voilà, quand vous avez des sécrétions qui réapparaissent spontanément, même si vous les essuyez, ça, c'est infectieux. Parce que là, les sécrétions, elles correspondent à la dégradation des macrophages. Donc, c'est quelque chose qui n'a aucun lien avec le temps. C'est permanent toute la journée. Maintenant, si vous avez des sécrétions qui n'apparaissent que le matin et pendant la journée, tout va bien, c'est plutôt en faveur de l'allergie. Donc, عند هاد l'enfant, il n'y a pas de corps étranger, tranquille. Quel serait votre diagnostic? Donc, un enfant, 7 ans, prurite intense, rougeur, larmoiement, sécrétions claires qui apparaissent le matin et versant de la paupière, retrouve un examen normal, pas de corps étranger, pas de traumatisme. Donc, qu'est-ce qu'on retiendrait comme diagnostic? Voilà, très bien. Ce serait la conjonctivite allergique, absolument. Et donc là, c'est une conjonctivite allergique. Et moi, j'ai rajouté saisonnière. Donc pourquoi j'ai rajouté saisonnière? Alors, avec les éléments qu'on a, c'est quand même difficile de dire si c'est une conjonctivite allergique saisonnière ou la pérannuelle. Mais on va se dire que madame la maman, elle l'a ramené, c'est qu'il n'a pas l'habitude d'avoir ces symptômes tout le temps. Sinon, elle ne se serait pas inquiétée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, le fait qu'il ait fait de l'allergie juste après une randonnée. C'est-à-dire que probablement il y avait un allergène dans l'air, soit par exemple, au niveau de la région d'Annaba, Annaba elle est entourée de deux montagnes, Lidour et Seraïdi, et on a énormément d'eucalyptus, qui est très pourvoyeur d'allergies. Donc là, ce serait probablement une conjonctivite allergique saisonnière et dont l'allergène était disponible, était dans l'air ou là dans le sol au moment de la randonnée. Alors, on continue. Quel serait maintenant le traitement que vous allez proposer à cet enfant? Et vous prenez en compte tout. Le fait que la maman ait fait les lavages au sérum et que ça n'ait rien donné. Le fait que il ait 7 ans, qu'il soit scolarisé. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé comme traitement? Alors, c'est très bien de dire qu'il y a énormément de conjonctivite allergique saisonnière au Sahara. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, le climat qu'on a au nord est différent du climat qu'il y a au sud. Le climat au nord, ça va être plutôt un climat qui est humide, même s'il est chaud, alors que le climat du sud, ça va être un climat sec. Et donc, vous allez être exposé en plus de l'allergie vous allez retrouver aussi un certain degré de sécheresse oculaire et avec des symptômes qui se rapprochent. Donc, vous aurez énormément de conjonctivite saisonnière qui se développe à un moment donné pendant l'année. Les malades, ils connaissent leurs allergènes, ils connaissent les saisons, donc le moment où l'allergène va déclencher l'allergie, mais n'oubliez pas qu'il y a probablement une composante syndrome sec en même temps. Alors voilà, vous avez à peu près tous donné l'essentiel du traitement. On commencera par le lavage des mains. C'est très important d'avoir une bonne hygiène. Premièrement, vous allez éviter la surinfection. Ça, c'est très important. Je démarre avec une conjonctivite allergique qui est censée être bénigne. Imaginez qu'en plus, vous vous retrouvez avec une surinfection bactérienne. Vous allez être obligé de mettre le malade sous antibiotiques. Donc, ça a un coût et ça a en plus un impact sur la surface oculaire. Donc, dès que je touche mon allergène, je dois me laver les mains. J'ai un chat à la maison, mes enfants sont allergiques au chat, je lave mes mains, je leur lave les mains à chaque fois qu'ils touchent le chat. Ensuite, vous allez laver le visage. Alors, là, on est en ophtalmo, donc il y a une barrière naturelle qui est la cornée. Vous avez un allergène, il peut être donc volatile, il vient à travers l'air, et il peut être manuporté. De toutes les façons, pour qu'il y ait une réaction allergique, l'allergène, il vient, il va aller sur le mastocyte et entraîner une dégranulation des mastocytes et ensuite une libération de l'histamine. Et c'est l'histamine qui va provoquer la rougeur oculaire, le larmoiement, le prurite, etc. Si je dilue la concentration d'allergène, eh ben, j'aurai moins de mastocytes dégranulés. Donc, quand vous sentez que vos yeux commencent à frotter, c'est une sorte d'éducation thérapeutique. Vous expliquez à vos patients qu'en général, il va rester allergique toute sa vie. Soit il sait que son allergie se déclenche en mois de mars-avril, quand il s'approche, par exemple, quand il utilise
un pull en laine, et il utilise une couverture au lieu d'une couette. Donc, dès qu'il commence à ressentir les symptômes de l'allergie, qu'est-ce qu'il fait? Et il se lave le visage à l'eau froide, l'eau du robinet normale, mais ça abondamment. Dès qu'on va se laver le visage, on va diluer l'allergène et on aura une diminution très importante. Ça soulage énormément le patient et donc ça diminue la réaction allergique. Vous pouvez donner des antihistaminiques topiques. Donc, vous en avez nommé certains. Je vous donne les autres. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, hein. Je déclare que j'ai aucun conflit d'intérêt avec ces laboratoires. Je vais juste vous donner une petite information. Les collyres que vous administrez, ce sont des collyres conservés. Ils ont des conservateurs. Le plus important, c'est le benzalkonium, le BAK, le BAC. Ce benzalkonium, il est responsable d'une apoptose des cellules cornéennes quand il est utilisé au long. Donc, si vous avez les moyens, les possibilités d'utiliser des antihistaminiques sans conservateur, c'est l'idéal. Ça va dépendre du coût du produit, est-ce que le patient est assuré ou non, et puis de la disponibilité du produit sur le marché. Actuellement sur le marché, vous avez des produits qui sont sans conservateur, qui mènent à un bac, et vous en avez certains qui sont conservés. Donc, si c'est un traitement de courte durée, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez utiliser les traitements avec conservateur. Mais l'idéal, quand vous utilisez un médicament, c'est d'utiliser des collyres sans conservateur. D'une durée de vie de combien? Alors, quand vous utilisez les flacons, aujourd'hui, la plupart des flacons, une fois ouverts, il reste un mois. Et un traitement d'allergie, sauf si c'est une allergie ponctuelle, momentanée, c'est un minimum de 3 mois. Donc, vous pouvez les utiliser. Il n'y a aucun effet secondaire en dehors de l'effet du conservateur. Il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Le passage systémique, il est très minime. Donc, en général, on a quand même une sécurité. Par rapport à l'âge à partir duquel on peut donner un antihistaminique. Alors là, il faut savoir que normalement, il n'y a pas d'allergie avant l'âge de 1 an. C'est à cause du système immunitaire. La plupart des études, si on ne va pas dire pour tous les produits pharmaceutiques, on n'a pas le droit de tester un produit sur un enfant de moins de 2 ans. Donc, vous n'allez trouver aucune étude qui va vous dire tel ou tel produit a l'AMM chez l'enfant. Tous les produits sont utilisés hors AMM. Nous, en tout cas, en pratique courante, on utilise tous les antihistaminiques, quel que soit l'âge de l'enfant. Il n'y a pas d'âge précis. Si vous êtes vraiment face à une allergie importante et que vous confirmez votre diagnostic, vous pouvez utiliser. La seule chose, c'est que chez un petit enfant, par exemple de 1 an à 18 mois, une semaine à 10 jours, c'est suffisant. Il faut surtout rechercher l'agent qui a déclenché l'allergène. Un petit enfant n'est pas censé être en contact avec un allergène. C'est pas lui qui se lave les mains, c'est pas lui qui se lave le visage. Donc là, il faut éduquer les parents pour éviter la sensibilisation. Alors, on continue. Si réaction aiguë et intense. Maintenant, il gigoule comme un enfant. L'œdème est très important. Il n'arrive pas à ouvrir les yeux. Le chémosis, il est très important. Il se plaint même d'une sorte de douleur. C'est plus une gêne qu'une douleur. Donc là, vous pouvez donner une corticothérapie en courte durée en faisant très attention à deux choses. La première des choses, c'est l'automédication. Comme les corticoïdes sont très efficaces, l'enfant va être soulagé en 4 heures. Les parents vont être heureux. La prochaine fois qu'il fera une conjonctivite allergique, c'est normal. À la prochaine poussée, ils vont aller acheter spontanément le corticoïde. Le corticoïde, il coûte pas cher. Ils sont disponibles sur le marché. Il y a énormément de génériques. On a une panoplie et une bonne dizaine de produits. Et donc, c'est plus facile d'aller acheter le corticoïde dans la pharmacie du coin que d'aller encore faire la consultation, rater une journée de travail, attendre son tour dans la salle d'attente, etc., etc. Donc, c'est pour ça que personnellement, j'évite au maximum d'utiliser les corticoïdes. Sauf quand le tableau le nécessite. Et je fais peur, hein, je fais peur aux patients. Je leur dis, voilà, si vous utilisez ce corticoïde plus de 2 fois par an, il aura une cataracte. Je dis pas, il aura peut-être une cataracte, hein. Je leur dis, il aura une cataracte. Parce qu'on a quand même pas mal d'enfants qui finissent avec un glaucome cortisonique. Et si on peut opérer quand même la cataracte et mettre un implant, le glaucome, ça reste quelque chose dont la prise en charge est très, très, très difficile, surtout chez les enfants. Donc ça, c'était la première des choses par rapport aux corticoïdes. Le deuxième point par rapport aux corticoïdes, il faut être sûr que c'est une allergie, d'accord? Et pas autre chose. Si vous avez un doute sur la tête cornéenne, ne donnez pas de corticoïdes. Vous allez me dire, je suis dans un EPSP, on a un EPH loin d'un ophtalmo, comment je peux être sûr que ma cornée est intacte? Très simple. Toute atteinte cornéenne entraîne une photophobie.
Si l'enfant a une photophobie, vous vous arrêtez, vous suspectez une atteinte cornéenne. S'il a un blépharospasme, vous suspectez une atteinte cornéenne. Il vous dit, ما يحملش الشمس, يطفي الضوء, أو مغطي راسه. Tout ça, c'est en faveur d'une atteinte cornéenne. Une baisse de l'acuité visuelle. La conjonctivite allergique n'entraîne pas de baisse de l'acuité. S'il y a une baisse de l'acuité, c'est qu'il y a une complication cornéenne. Vous mettez votre torche. Si la cornée n'est pas transparente, luisante, on s'arrête. C'est peut-être aussi une atteinte cornéenne. Alors, la durée, vous mettrez une courte durée, 3 à 5 jours maximum. La posologie des corticoïdes, ce sera une goutte, euh, 3 fois par jour, c'est largement suffisant. Par contre, ce serait bien de rajouter un antihistaminique Béros. Moi, c'est ce que je fais pour éviter les corticoïdes. Je donne de l'alertine, du Telfast, ce que vous avez sous la main, hein, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Moi, j'aime bien l'alertine. Il donne d'excellents résultats pour la conjonctivite allergique. Et ça vous permettra, en même temps, chez un enfant qui a peut-être un terrain d'atopie, qui a une rhinite, ou bien qui a l'habitude de faire, je sais pas, un terrain comme un asthme. Donc là, vous aurez un traitement qui va cibler tous les organes en même temps et vous diminuer la quantité de médicaments. Maintenant, pensez systématiquement à rajouter un mouillon. À quoi va servir le mouillon? Eh bien, le mouillon, il va remplacer le lavage du visage. Si vous avez quelqu'un qui fait une conjonctivite allergique, saisonnière, il va l'avoir 2, 3 fois par an. Il peut pas se laver le visage toute la journée, il est à l'école, ou là il fait du sport, ou la haja. Quand vous rajoutez un mouillon le matin, un mouillon le soir, donc 1 à 2 applications par jour, c'est tout, vous allez diluer votre allergène. Alors, je vous donne l'information globale pour les. Je reprends pour les mouillants et les corticoïdes. Donc, les corticoïdes de 3 à 5 jours, une goutte 3 fois par jour. Les mouillants, vous pouvez les donner même pendant une année en continu. Il n'y a aucun problème, surtout s'ils sont sans conservateur. Les mouillants, c'est les collyres qui remplacent les larmes. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les larmes artificielles. Annie, je vous donnerai à la fin des ordonnances type avec les collyres qu'on peut utiliser. Donc, une fois le collyre ouvert, pour les autres médicaments, c'est 1 mois. Et pour les mouillants, les larmes artificielles, ça peut rester jusqu'à 3 mois après ouverture. Donc, on a largement le temps de traiter le patient.